Et salut tout le monde, ici Joris. Bienvenue pour ce premier épisode du podcast et on va commencer par du lourd. Notre principal défi face à l'effondrement. Alors quand je dis notre, c'est sous-entendu nous occidentaux ou occidentalisés. Ok, allez, sans plus attendre, on est parti. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par effondrement ? C'est une sorte de mot valise qu'on entend beaucoup ces dernières années, en particulier dans le milieu alternatif. Mot valise qui recoupe beaucoup de notions, beaucoup de constats, beaucoup d'imaginaire aussi. Personnellement, je dirais que la définition concrète et la plus simple que je puisse donner de ça, c'est la descente brusque des flux de matière et d'énergie qui servent au fonctionnement de notre société. Descente brusque des flux de matière et d'énergie qu'on a tout intérêt à préparer, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui commence tout juste à avoir lieu et va avoir lieu de façon beaucoup plus accentuée dans les années et décennies à venir. Je ne vais pas beaucoup développer ici dans le cadre de ce podcast ce que c'est que l'effondrement, quelles sont les causes structurelles de l'effondrement, quelles sont ses conséquences probables, puisqu'il y a déjà bien d'autres intellectuels, d'autres penseurs, d'autres scientifiques qui ont amplement et brillamment développé ça dans des vidéos disponibles sur YouTube. Je vous mettrai des liens sous le podcast si vous voulez creuser tout ça. Mais ce n'est pas l'objet de ce podcast, je ne vais pas creuser ces éléments-là. Je pars du principe qu'on a posé le constat et des enjeux de l'effondrement. Et ce que je veux partager ici, c'est quel est, à mon sens, et j'ai vraiment le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes en le disant, mais notre principal défi face à l'effondrement. Et ça me semble important de le partager parce que je ne pense pas que ce soit réussir à poser des panneaux solaires ou à faire pousser des pommes de terre, bien que ce soit très bien de le faire, il n'y a pas de souci. Mais de loin, je pense, notre plus grand défi face à l'effondrement, c'est d'arriver à faire société ensemble. Et quand je dis faire société ensemble, c'est pas juste moi tout seul, c'est pas juste moi ou un noyau de vraiment des personnes qui sont les plus proches de moi, ma famille, mes meilleurs amis, mais c'est faire société au niveau d'un territoire. Et la route est longue. La route est longue puisqu'on a un conditionnement extrêmement puissant à l'hyper-individualisme. C'est peut-être facile à dire, mais je pense qu'on ne s'en rend pas pleinement compte tant qu'on ne cherche pas à sortir de ce fonctionnement sociétal qu'on considère comme normal, tout simplement parce qu'on baigne dedans depuis notre tendre enfance. Dès qu'on commence à vouloir mettre en place, et vraiment je parle d'expérience quand même, des années de projets collectifs ou tentatives de projets collectifs derrière moi, dès qu'on tente d'avoir des fonctionnements qui cherchent à se décoller de cet hyper-individualisme, on voit les réticences, on voit les blocages, on voit les peurs tout de suite qui émergent. Alors, en quelques mots, de façon extrêmement synthétique, finalement, qu'est-ce qui nous amène à être aussi conditionnés à l'hyper-individualisme ? Ça me semble important de le préciser quand même. Déjà, fondamentalement, matériellement, pratiquement, c'est grâce à l'abondance des flux de matière et d'énergie. Le contraste avec les pays pauvres, et qui de fait recoupent la plus grande partie de la population mondiale encore aujourd'hui, où on a quand même des fonctionnements sociaux, culturels qui sont beaucoup moins individualistes, ça s'explique en partie et déjà par le fait que ces personnes-là n'ont pas accès à l'abondance des flux de matière et d'énergie dont nous profitons, nous, en tant qu'occidentaux. Et c'est précisément cette abondance qui peut nous permettre d'avoir l'illusion, puisque c'est vraiment une illusion, d'être autonome, d'être coupé de nos voisins, d'être coupé de notre territoire, et de pouvoir vivre tout seul dans notre coin. Alors l'extrême aujourd'hui étant en travaillant à distance, chez soi, en faisant tous ses loisirs via des interfaces numériques, etc. Un autre aspect pour comprendre ce conditionnement également, c'est que les structures traditionnelles qui jusque-là faisaient du lien, créaient des formes d'identité collective, sont très largement déstructurées, n'ont plus le rôle structurant en tout cas qu'elles avaient avant la période moderne. Alors les grandes institutions qui étaient les institutions religieuses, qui étaient les entreprises paternalistes, qui étaient les partis politiques, qui étaient les clans familiaux, les familles étendues comme on a dans toutes les sociétés traditionnelles, ça n'est plus structurant, du moins en France. Alors après on peut le regretter ou on peut s'en féliciter, ça chacun le verra en fonction de ses sensibilités, mais c'est en tout cas un fait bien établi. Un autre aspect pour comprendre cet hyper-individualisme aussi, c'est le rôle extrêmement prégnant aujourd'hui des réseaux sociaux dans nos relations sociales.
qui ont pris une ampleur absolument gigantesque sur un temps très court à l'échelle de notre histoire, c'est de l'ordre d'une décennie, et qui maintenant jouent un rôle absolument structurant dans les relations sociales pour une grande partie de la population. Et alors, ça peut avoir des rôles positifs, ça peut avoir des rôles en termes de liens sociaux, évidemment, ça peut avoir des liens même en termes de militantisme et de mouvements sociaux, mais il y a beaucoup d'aspects toxiques au fonctionnement de ces réseaux sociaux, notamment le fait que structurellement, ils fonctionnent sur des algorithmes qui font en sorte que vous n'interagissez, vous ne voyez des groupes, vous ne voyez des publications qui ont vocation seulement à vous faire réagir, à faire ressortir vos cordes émotionnelles. Donc on est soit j'adore, soit je déteste. Les contenus émotionnels qui suscitent des réactions extrêmes, d'un côté comme de l'autre, c'est ce qui marche le mieux. Je veux dire, c'est assez évident, et il y a même pas mal de travaux de sociologie qui commencent à bien le démontrer maintenant. Ce qui fait que ça vous entraîne derrière dans des boucles d'auto-validation de vos propres croyances, de vos propres points de vue. Et ça, évidemment, ça favorise pas le lien social à l'échelle de la société, ça favorise plutôt la fracturation de la société. Je veux dire, il y a de multiples exemples, par exemple, le jeu qui est bien connu aujourd'hui sur ces polarisations politiques. Il y a des bulles dans les réseaux sociaux qui a extrêmement marqué la campagne présidentielle américaine de 2016, par exemple. C'est assez marquant, et les fonctionnements même de ces réseaux sociaux, ils encouragent des comportements antisociaux. Par la publication, encore une fois, de contenus qui font des réactions émotionnelles extrêmes en fait partie. La possibilité aussi de pouvoir se lâcher en toute liberté, notamment dans les commentaires, fait partie aussi du jeu, notamment en particulier si on peut le faire sous le masque d'un pseudonyme. Bien, écoutez, il y en a qui ne se gênent pas pour le faire. Un autre aspect pour comprendre ce constat de l'hyper-individualisme aussi, c'est la culture néolibérale dans laquelle on baigne, qui finalement a pris un pouvoir, en tout cas qui a gagné la bataille culturelle en France à partir des années 1970. Cette culture libérale, elle repose notamment sur le fait que la réussite et l'échec, du moins le niveau de conditions matérielles d'un individu, eh bien, repose exclusivement sur sa propre responsabilité. C'est le mythe de self-made man ou self-made woman. Et ce mythe-là est extrêmement prévalent aujourd'hui, tant dans le système éducatif que dans le monde du travail. Et c'est un mythe qui est un déni flagrant des conditionnements et des limites qui sont liées tout simplement à la place de chacun dans la société, aux formes de capitaux dont on dispose ou on ne dispose pas, des capitaux culturels, sociaux, financiers, matériels, des limites qui peuvent être des formes de handicap psychique ou physique, des conditions matérielles, de l'accès ou non à des commerces, à des services publics. Tous ces aspects-là sont absolument déniés par ce mythe fondamental qui est extrêmement imprégnant aujourd'hui dans le tissu social. Et c'est assez logiquement finalement que, conditionné par cet hyper-individualisme, souvent, quand on prend conscience des enjeux qui sont ceux de l'effondrement, le réflexe, parce que c'est un réflexe socio-culturel, c'est d'aller sur des réponses strictement individualistes. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est voué à l'échec. Déjà, c'est voué à l'échec, je pense, d'un point de vue purement pratico-pratique. Ça fait quand même quelques années que je travaille et que je bosse sur les sujets liés aux différentes facettes de l'autonomie. Je suis convaincu qu'une autonomie totale est strictement impossible d'un point de vue matériel, du moins si on veut avoir des conditions décentes de vie, notamment l'autonomie alimentaire en particulier. Et je pense qu'il est important de déconstruire ce fantasme de l'autarcie, ce fantasme de se créer un îlot coupé du monde, qui quand même, je vois bien, traverse quand même beaucoup les milieux alternatifs, ne serait-ce parce que atteindre une autonomie absolue nécessite déjà des capitaux qui sont très importants, capitaux culturels, capitaux en termes de compétences, ça nécessite une palette de compétences assez impressionnante quand on s'y pense sérieusement, capitaux financiers, capitaux matériels. Oui, avoir sa petite maison autonome, sa ferme autonome à la campagne, ça nécessite du capital, c'est pas gratuit.
c'est pas gratuit au niveau des biens matériels et bien tous les équipements, pour par exemple ne prendre que l'autonomie en eau, sur des systèmes de récupération d'eau pluviale par exemple, et bien même en autoconstruction, même en cherchant à optimiser les coûts, si on veut avoir une installation correcte et qui est sérieusement résiliente face à des cas de pénurie liés à des canicules, eh bien on évite sur des budgets de 10, 15, voire 20 000 euros à débourser. Et puis, autre aspect pratico-pratique qui, je pense, marque un échec d'un individualisme stricto sensu, c'est aussi, si on se retrouve réellement dans des cas de pénurie, on aura des comportements de prédation. Il ne faut pas, je pense, se faire beaucoup d'illusions sur le sujet. Et si personne n'est préparé, mais on sait que Jean-Jacques, lui, il a sa grosse réserve de conserve lacto-fermentée dans sa cave, il y a fort à parier qu'on ait à un moment donné que ça lâche et qu'on ait un raz-de-marée dans sa cave. Donc, je veux dire, les personnes qui seront autonomes seront connues de toute façon. Et ça, à mon avis, ça va assez mal se passer pour elle si on est réellement dans des cas de pénurie critique. Et puis au-delà des aspects pratico-pratiques, je pense qu'aussi un individualisme forcé va aussi marquer un échec moral et politique. Pour 3 raisons déjà. Première raison, c'est parce que cet individualisme stricto sensu, souvent il est marqué, c'est pas systématique, mais je constate quand même que souvent il est marqué par tout un discours viriliste, empreint de masculinité toxique, et c'est assez marquant de voir que dans les populations qui, déjà aujourd'hui, vivent des formes de précarité fortes, ou se préparent à des situations de précarité, à des situations de danger, un aspect qui rassure, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont dans cette voie-là, c'est un courant fondamentalement réactionnaire qui est celui d'une identification et des identités de genre traditionnelles qui va être très marqué. Voilà, parce que ça rassure de s'enfermer dans des formes d'identité de genre masculin et féminin extrêmement traditionnelles. Ça va aussi marquer, ce qui marque aussi pour moi une forme d'échec moral et politique, c'est que souvent, là aussi c'est pas systématique, mais quand même assez régulièrement, ces formes de repli individuel, c'est marqué par un esprit sécuritaire, qui voit l'autre fondamentalement comme une menace, et l'ironie, je pense, tragique derrière, c'est que ça, à l'échelle d'un territoire, ça favorise la méfiance, et même ça favorise les comportements agressifs. Donc ça entraîne derrière des boucles de montée en puissance dans les comportements d'agression. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer, après chacun verra comme il veut, à avoir des moyens d'autodéfense, ça ne me pose pas problème, mais ce qui pose problème personnellement, c'est l'extrémisme parfois qui marque les discours à ce sujet-là et qui vont ne faire caler dans des formes de repli identitaire, ce qui est aussi pour moi la troisième forme d'échec moral et politique qui va derrière un individualisme fort, repli identitaire, qui sont de plus en plus, je veux dire, visible dans la société, en particulier à l'occasion des élections présidentielles. Je veux dire, c'est de plus en plus patent. Et ces replis identitaires vont aller dans le sens d'une fracturation encore plus accrue de la société. Alors déjà qu'aujourd'hui, la fracturation de la société est déjà forte, mais là, atteindre un niveau de fracturation encore jamais vu dans notre génération. Et ça, tout ça ne va absolument pas, à mon sens, dans le sens d'un futur digne et désirable à l'échelle de la société. Alors, finalement, pour revenir au conditionnement de l'hyper-individualisme qui marque l'ensemble du corps social, je constate que c'est loin des systématiques que dans les milieux alternatifs, il y a une distance critique réelle par rapport à ça. Je constate quand même assez souvent qu'on est sur une injonction de construire des écolieux, très bien, d'avoir des actions fortes, voire radicales à l'échelle individuelle, très bien, je veux dire, je peux de façon générale que aller dans ce sens-là. Mais voir uniquement les individus dans leurs moyens d'action en tant que consomme-acteur, et ce serait mieux que consomme-acteur en tant que citoyen, c'est bien, mais c'est tout à fait insuffisant. Déjà, ne serait-ce que parce que le pouvoir d'action strictement individuel d'un individu, c'est assez fortement lié, encore une fois, à ses conditionnements sociaux, aux formes de capital, aux formes de ces situations matérielles. C'est assez frappant quand même
il faut le dire, de voir que les militants écologistes, j'en fais partie, hein, je me mets dans l'eau, sont souvent des personnes blanches qui ont un fort capital culturel. Alors c'est relativement peu genré, je trouve, dans l'action, mais par contre, dans le discours, dans la mise en avant, c'est quand même en général des personnes de genre masculin, tout simplement parce que c'est nos conditionnements sociaux, c'est comme dans tout le reste de la société. Donc il y a quand même une sociologie, il faut le dire, quand même assez marquée dans les militants écologistes, et malheureusement, ça n'aide pas tellement à rassembler, ça n'aide pas tellement à dépasser les clivages sociaux. Et j'aimerais vraiment voir d'autres militants qui viennent d'autres milieux sociaux, qui viennent d'autres contextes. Et donc, avoir une injonction aussi strictement à l'échelle individuelle, je pense que c'est tout à fait incomplet. Déjà, ne serait-ce que d'un point de vue pratico-pratique, je veux dire, il y a de multiples travaux qui ont démontré, noir sur blanc, que même si tous les individus, ce qui je trouve totalement improbable, mais tous les individus avaient un basculement extrêmement radical dans leur mode de consommation, dans leur vie quotidien, voire dans leur vie professionnelle, ça aurait un impact, certes, ça permettrait de diminuer assez sensiblement les impacts environnementaux de notre société, mais ça serait tout à fait insuffisant face aux enjeux réels qui sont les nôtres. Et là aussi, je vous mettrai quelques références sous le podcast si vous voulez voir tout ça. Moi, ce que je trouve absolument dommage avec ce discours, souvent, qui centre et qui ne pense que l'action individuelle, c'est que ça met complètement un angle mort gigantesque sur ce qui sont finalement les acteurs au moins aussi importants, voire largement plus importants que les individus en termes d'impact matériel, que sont les institutions privées, en particulier les entreprises, et aussi les institutions publiques, État, collectivités, agences, etc. Et bien sûr que pour mener une transition écologique réelle, puissante, on a besoin non pas d'opposer tout ça, mais de trouver des formes de cohérence entre société civile, entre entreprises, entre institutions publiques. Je veux dire, il va falloir que ça fonctionne sur ces trois. Le constat est posé depuis longtemps, voilà. Mais ça me semble important de le répéter. Et par rapport à ce sujet, notre principal défi face à l'effondrement, je pense qu'il faut juste arriver à poser un constat très simple, un constat fondamental. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls. Nous avons besoin de créer des projets de société et à l'échelle des territoires, ça va impliquer le fait qu'on ait une mosaïque de situations. Chaque territoire a ses propres cultures, sa propre sociologie, ses propres contraintes matérielles, politiques, économiques. Alors certes, les grandes entrées hyper classiques du développement durable, ou plutôt que du développement durable, de la transition écologique, je pense qu'elles sont assez connues maintenant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça et se poser la question et faire preuve de notre inventivité précisément pour adapter ces grands principes, ces choses relativement abstraites, à des cas très concrets et très locaux. Et ça, c'est un aspect qui ne rend pas tout à fait ça évident dans notre contexte culturel, politique en France, c'est le fait que notre État, notre société est extrêmement marquée par le jacobinisme, est extrêmement marquée par un État centralisateur, décisionnaire, même si ça a évolué notamment depuis les années 80 avec la dynamique de décentralisation, ça reste quand même extrêmement prégnant dans notre État. Et précisément que l'État arrive à lâcher du lest sur ses pouvoirs décisionnaires, donne plus de pouvoir de décision, de pouvoir réglementaire, de pouvoir budgétaire aux collectivités, je pense que ça va être un enjeu absolument majeur dans les années et décennies à venir. Et un autre aspect de créer ces projets de société en local, ça va aussi vouloir signifier réussir à avoir du dialogue, voire à construire des projets, y compris avec des personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité, voire lesquelles qu'on n'aime pas parfois, voire des personnes aussi qui sont dans le déni. Voilà, c'est simple à dire, mais ça ne va pas être simple à faire, mais ça va être nécessaire. Et réussir dans l'exercice à pas juste se poser en donneur de leçons vis-à-vis d'eux, mais à réussir à écouter leurs peurs pour mieux les déconstruire, à comprendre leurs aspirations, comprendre leurs buts, comprendre ce qui leur parle, pour mieux réussir à trouver des terrains d'entente. Et le fait aussi d'être en capacité de les écouter, c'est indispensable pour qu'eux-mêmes nous écoutent. C'est assez basique, mais si on veut pouvoir être audible, il faut qu'eux-mêmes puissent se sentir écoutés. C'est absolument incontournable. Et je pense que finalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que le fait qu'on va devoir créer des projets de société à une échelle très locale, en se rencontrant, en discutant, ça va impliquer nécessairement, je pense,
une dévirtualisation importante de nos relations sociales, et ça, je pense que fondamentalement, c'est positif. Pour créer ces projets de société, je pense qu'on a intérêt à jouer sur tous les leviers d'action psychologique, émotionnelle de l'action humaine, parce que nous ne sommes pas que des têtes pensantes, loin de là. Les moteurs émotionnels sont absolument majeurs dans nos façons d'agir, dans pourquoi est-ce qu'on agit concrètement, réellement, et je pense qu'on doit en prendre acte. Et d'autant plus que si on n'investit pas ces moteurs psychologiques, il y aura d'autres courants qui le feront. Et pas nécessairement les courants dont on a envie. Alors quels sont ces courants psychologiques? Là, pour le coup, je paraphrase assez largement ce que Arthur Keller dit dans ses conférences. De façon très synthétique, on va trouver tout ce qui relève du désir, de l'envie, construire de nouveaux imaginaires, encore une fois, à d'échelle très locale. Jouer sur ce ressort du désir me semble tout à fait majeur. Et c'est un discours qu'on voit beaucoup dans les milieux alternatifs, et évidemment je pense que c'est fondamental, mais par contre en rester là, c'est passer à côté d'autres ressorts psychologiques tout aussi importants. On a donc aussi la question de la responsabilité morale, poser des constats, poser des enjeux, poser les choix. Quels sont les choix? Quelles sont les conséquences qu'on est en capacité du moins de prévoir? Eh bien, pas nécessairement pour tout le monde, mais je pense que tout de même pour une large majorité de la population, ça impacte en termes de responsabilité morale de nos choix. Un autre volet psychologique, c'est aussi la peur, ou je dirais plutôt les peurs, puisque ce sont multiples, notamment les peurs d'être dépassé par l'évolution de la situation, les peurs de la pénurie, les peurs de l'insécurité pour soi et ses proches. Et je pense qu'on a adressé à ces sujets-là. Et c'est assez frappant de voir que dans les milieux qui portent un discours écologiste fort, souvent, le sujet de la sécurité ou des réponses aux peurs vis-à-vis des formes d'insécurité, c'est un angle mort majeur. On ne le traite pas. Et donc, c'est traité par d'autres courants. Voilà, nous avons trouvé des réponses à partir de nos partis pris moraux, à partir de nos valeurs, pour traiter aussi ces sujets-là, que je trouve souvent très absents. Par exemple, traiter les questions de la sécurité à différentes échelles, individuelles, collectives, sociétales, c'est par exemple quelque chose que je n'entends absolument jamais dans le milieu permaculturel. C'est un angle mort total. Et je pense que c'est un problème. Je pense que nous avons à faire preuve, utilisons notre intelligence, utilisons notre créativité pour trouver des réponses face à ça. Et dernier volet psychologique, c'est celui de la colère. Voilà. Face à ces constats, ressentir des sentiments de sidération et de colère, je pense tout à fait spontané. Et je veux dire, c'est un moteur aussi de l'action humaine. Alors, je pense que fondamentalement, aucune émotion n'est en tant que telle, en elle-même, intrinsèquement problématique. Ce qui peut l'être, c'est la relation que nous avons avec elle. Encore une fois, individuellement et collectivement. Et ça va aussi bien lorsqu'une émotion forte est instrumentalisée dans un but négatif, ça va aussi bien lorsqu'une émotion est réprimée, elle est niée, on doit la taire. Ah oui, mais ça fait cocotte minute, et puis ça va lâcher. Ça va lâcher, et pas nécessairement dans le bon sens. Donc je pense qu'on a vraiment à prendre à bras-le-corps ces sujets des ressorts psychologiques, des ressorts émotionnels qui sont les nôtres. Et l'une des conséquences de ça, de poser ces sujets de société, de poser aussi les enjeux émotionnels et psychologiques derrière, ça veut dire publiquement, politiquement, accepter de se montrer vulnérable. D'accepter de dire je n'ai pas toutes les réponses, d'accepter de dire j'ai peur, d'accepter de dire j'ai de la colère, d'accepter de dire j'ai envie d'autre chose, j'aspire à autre chose, même si vous n'y croyez pas, même si pour vous ça n'est que utopie, et que pour vous l'utopie est quelque chose de ridicule. C'est accepter de se montrer vulnérable par dire que va-t-il se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas encore toutes les conséquences de nos actions, des conséquences de ce qui est en train d'avoir lieu. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple de se montrer vulnérable, particulièrement en public, particulièrement sur une scène politique, même locale. Et je pense que ça va être nécessaire. Et l'une autre conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est arrêtons les discours uniquement du positif dans les milieux alternatifs, uniquement du désir et de l'envie. C'est tout à fait insuffisant. C'est tout à fait insuffisant. Et je pense que globalement, c'est tout à fait inefficace. Nous devons parier sur tous les moteurs de l'action humaine et ayons le respect de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Même si ces personnes n'entendent pas au jour d'aujourd'hui ce que nous disons, même si elles ne montrent pas le fait
qu'elles adhèrent, même si elles n'en tirent pas toutes les conséquences, même si elles ont un déni passif ou pleinement actif vis-à-vis de ce que nous disons. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Je pense que beaucoup de gens sont prêts, sont en capacité du moins à entendre toutes ces choses-là. Et donc créer des projets collectifs, ça peut passer par beaucoup de choses. Déjà par des projets, on va dire, très accessibles du quotidien, qui vont créer et répondre à des intérêts individuels et à des buts d'intérêt général en même temps. Alors je pense que vous connaissez déjà beaucoup des entrées, je veux dire, créer des jardins participatifs, créer des composts collectifs, voire créer des habitats participatifs, créer des formes d'entreprises collectives sous des modes coopératifs. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de projets collectifs très concrets qui peuvent démarrer très simplement, qu'on peut faire et qui sont maintenant bien connus dans le milieu de la transition. Faisons des choses en tout cas concrètes, qui amènent des résultats de relativement court terme, mais aussi qui pensent des choses de long terme. Allons-y progressivement, prenons du temps, évitons le sentiment d'urgence qui, je le constate malheureusement dans beaucoup de projets, disons, imprègne les porteurs de projets, qui malheureusement est une cause d'échec majeur des projets collectifs. Et allons-y, et même si les projets connaissent des échecs cuisants, allons-y, parce que ça va permettre de créer une culture collective, ça va permettre de créer de la confiance collective, ça va permettre de nous approprier tout ça, de reprendre notre pouvoir d'agir. Et aussi, emparons-nous des outils de notre démocratie. Emparons-nous des outils de notre démocratie, aussi imparfaite, aussi bancale soit-elle, on en a. Nous profitons des débats publics, hackons les débats publics. Profitons par exemple de la procédure de création, d'écriture ou de révision d'un plan local d'urbanisme pour faire valoir le droit d'habiter autrement, pour faire valoir le droit de créer des habitats participatifs, des habitats légers, de penser le territoire autrement, de préserver réellement les terres agricoles, d'arrêter le développement exponentiel des pavillons, des zones d'activité économique, des zones commerciales qui bouffent nos campagnes, qui détruisent la nature. Investissons ces endroits-là. Investissons les élections, avec ou sans étiquette, en dehors des partis politiques ou dans les partis politiques, chacun fera comme il veut, mais investissons les outils de démocratie. Je ne partage absolument pas le snobisme que je vois beaucoup dans le milieu alternatif vis-à-vis de ces outils-là. Nous avons besoin de les investir, montrons-nous dignes à la hauteur des enjeux, allons-y. Et pour ça, servons-nous de nombreux outils, aussi bien pour des projets collectifs, en dehors de la sphère politique, en tant que sphère politique institutionnelle, et aussi bien dans la sphère politique, utilisons les multiples outils d'intelligence collective qui sont connus aujourd'hui, tels la sociocratie, utilisons les dizaines d'outils d'intelligence collective qui sont aujourd'hui largement documentés, utilisons les outils de communication intra- et interpersonnels, tels par exemple la communication non violente, les processus de médiation, et aussi allons à l'écoute des nombreux retours d'expérience maintenant dans tous les projets, dans toutes les tentatives, voire dans toutes les réussites de projets collectifs, citoyens et politiques qui aujourd'hui foisonnent dans tous les territoires et qui sont autre chose précieuses pour au moins éviter de refaire les mêmes erreurs, trouver les bonnes pistes, trouver les choses qui marchent, et comprendre les choses qui ne marchent pas. Profitons-en du fait que ça soit largement documenté aujourd'hui. Bon, ce principal défi face à un effondrement, pour moi, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est aussi un défi culturel. Qu'est-ce que j'entends par là? Avant tout, c'est changer notre identité. Aujourd'hui, la vision dominante en Occident, c'est je m'identifie à mon intellect et par extension à mon corps. Je suis un individu atomisé qui erre dans un univers froid et purement matériel. C'est ça la vision extrêmement dominante, et continuer à faire vivre cette identité-là, c'est quelque chose qui est intenable. Je veux dire, c'est quelque chose qui va nous mettre sur les rotules. C'est quelque chose qui va faire en sorte que les difficultés qu'on vit déjà et que nous vivrons de plus en plus vont être absolument écrasantes et qu'on ne tiendra pas le coup psychologiquement. Nous avons besoin de retravailler notre identité. Et ça passe par, je pense, 4 grands axes. Le premier, c'est passer une identité
strictement individuel, et il n'y a pas de souci à fait d'avoir une individualité, je pense. C'est une grande conquête de l'humanité, à mon sens, que de la période moderne et contemporaine, qu'on puisse de plus en plus exprimer nos individualités, nos orientations à tout point de vue, certes, et c'est précieux, mais aussi, et je pense que c'est tout à fait compatible avec le fait d'avoir une identité collective qui est propre à un territoire et concomitamment à une vision du monde, une vision politique, un paradigme. Retravailler notre identité aussi, deuxième axe, c'est sortir notre vision comme juste d'une tête pensante, comme un intellect pur qui contrôle un corps, mais qui est distinct de ce corps, qui est distinct des émotions, qui est distinct de nos pulsions. Je pense que c'est tout à fait toxique comme vision des choses. Alors c'est une vision de l'être humain qui a une très longue histoire derrière elle, mais qui est notamment émergée durant la période des Lumières en Europe au XVIIIe siècle, et aujourd'hui qui connaît son expression la plus extrême avec le transhumanisme, qui pense que nous pourrions, ou du moins qui aspire profondément à ce qu'on puisse dématérialiser notre esprit dans des supports numériques, vision que je trouve personnellement absolument effroyable, mais qui est précisément l'aboutissement de cette vision identitaire-là. Non, nous ne sommes pas que des têtes pensantes, loin de là. Nous avons certes des larges capacités intellectuelles, et c'est tout à fait précieux, mais nous sommes aussi des êtres d'émotion, des êtres de pulsion, et je pense que nous avons à honorer ces facettes-là, notre humanité. C'est précisément ce qui fait de nous des êtres humains. Autre aspect, notre identité, je pense, qui est à refondre aussi, c'est sortir de la perspective anthropocentrique où on se pense que nous, êtres humains, sommes distincts du reste du vivant, que nous sommes dans nos relations nécessairement, intrinsèquement dans une relation de domination, de contrôle et d'exploitation vis-à-vis de tout le reste du vivant. C'est absolument fondamentalement destructeur. Aujourd'hui, multiples voix s'élèvent pour sortir de cet anthropocentrisme et dépasser notre champ d'identification avec l'humain, mais d'identification avec le vivant, avec la vie. Et enfin, dernier point, refondre notre identité, c'est aussi sortir du court-termisme qui est extrêmement conditionnant aujourd'hui et nous inclure dans le temps profond, dans le temps long. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, je me pense, et comme beaucoup de sociétés traditionnelles finalement à travers le monde, je me pense comme un maillon entre l'immense lignée de mes ancêtres, sur des centaines, sur des millénaires, sur des millions d'années, et je suis un maillon entre mes ancêtres et mes descendants, sur mes descendants dans des décennies, dans des siècles, dans des millénaires, dans des millions d'années. Je pense ce temps long. Et tous ces aspects-là, finalement, sont autant d'invitations, du moins, à étendre et à dépasser de très loin les limites de notre identification individuelle. Et juste le conceptualiser, le comprendre intellectuellement, voire y adhérer intellectuellement, mais ça ne suffit pas. C'est bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Je pense que tout ça doit s'inscrire pour que ça soit réel dans des rituels, dans des usages sociaux, dans des temps de partage et de célébration. Et je suis absolument convaincu que le XXIe siècle, même en France, va être marqué par un retour massif du fait religieux. Alors, on a une longue histoire, et je ne vais pas revenir là-dessus, en France, sur le fait de se détacher du fait religieux, des institutions religieuses, notamment l'Église catholique, ce qui est loin d'être le cas finalement dans la plupart des pays à travers le monde en fait quand on s'y intéresse. Certes, et pour beaucoup de personnes, le fait de parler du fait religieux, vite, ça soulève un levier de bouclier autour de « Ah non, on ne veut pas des cultes, on ne veut pas des dogmes, on ne veut pas des sectes, on ne veut pas des institutions qui nous répriment, qui nous briment. » Je pense que le fait religieux peut s'exprimer d'autres façons que de ces façons extrêmement conditionnantes, extrêmement répressives pour les individus. Ça peut s'exprimer sur d'autres formes que ces formes toxiques. Et dans tous les cas, qu'on y adhère ou pas, je suis absolument convaincu qu'on assistera, du fait de la nécessité de recréer du lien social, de recréer des formes d'identité collective, du fait de se rassurer collectivement. Pour toutes ces raisons-là, je suis absolument convaincu qu'on assistera, y compris en France, dans le courant du XXIe siècle, à un retour absolument massif du fait religieux, après qui prendra des formes très hétérogènes, je pense, d'un territoire et d'un contexte social à un autre. Et un autre aspect finalement, d'étendre beaucoup plus largement le sens de notre identification, ça nous permet d'avoir un socle psychologique pour me dire tous les sacrifices qu'aujourd'hui je dois faire, toutes les difficultés que je dois traverser, toute l'angoisse à laquelle je dois gérer, toutes les peurs que je dois traverser, je ne le fais pas que pour moi. Je ne le fais pas que pour moi. Je le fais
pour le vivant, je le fais pour mon territoire, je le fais pour mes proches, je le fais pour une vision politique que je porte, je le fais pour la lignée de mes ancêtres, je le fais pour tous mes descendants. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut, et qui en fait, ça se voit, je veux dire, il y a de nombreux travaux d'anthropologie sur des peuples qui ont connu, comme les Tibétains par exemple, qui ont connu des situations d'oppression, des situations matérielles extrêmement difficiles et sur des générations. Et bien précisément, c'est le fait que ces personnes-là, que ces peuples-là aient une forme d'identification beaucoup plus large que strictement l'identification personnelle, qui leur permet de tenir le coup, qui leur permet de dépasser ça, qui leur permet de trouver des formes de résilience qui seraient, je pense, absolument impossibles si elles se tenaient une identification individuelle. Et sur tous ces sujets-là, d'ailleurs, je trouve que les travaux du domaine de l'éco-psychologie, qui sont assez encore méconnus en France, mais sont aidants comme autant d'éléments à la fois de compréhension intellectuelle, universitaire, autant de pistes d'action, autant d'éléments aussi de méthodes pour exprimer ses émotions, exprimer ses sensations, ses sentiments vis-à-vis de ces sujets qui sont extrêmement lourds émotionnellement. Et je mettrai aussi quelques références sous le podcast à ce sujet. Autre chose aussi, c'est dans ces temps de difficulté, je suis aussi persuadé que la musique et la danse sont des puissants outils de catharsis et à la fois de lien social et d'identification collective. Je veux dire, ça a toujours été le cas. À travers toutes les sociétés, à travers l'histoire, il y a une abondance de travaux anthropologiques sur le sujet. La musique et la danse sont des outils de lien social, sont des outils pour nous libérer de nos tensions, pour évacuer une large partie de nos tensions, voire sont des outils thérapeutiques contre des traumatismes qu'on a vécus, et sont aussi des outils de catharsis, d'évacuation de formes de tensions individuelles et même en particulier collectives. Et je pense que les temps durs, les tempêtes que nous vivons et qui s'annoncent à l'horizon sont autant de moments pour faire vivre la musique et faire vivre la danse de façon intense. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va être absolument fondamental et structurant dans nos sociétés. Bon, nous avons en face de nous des sujets de changement culturel profond. Ça prend du temps. Un changement culturel réel, ça prend au moins le temps de génération, ça prend au moins de l'ordre de 3 décennies, et c'est normal. Ce que nous avons devant nous, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, telle la tortue proverbiale de Jean de La Fontaine, hâtons-nous lentement et dès maintenant. Et réussissons, et c'est d'ailleurs une des invitations de la permaculture, à réussir à combiner, à ne plus opposer, à plus avoir une vision binaire entre temps court et temps long, à trouver des échéances courtes, à trouver des choses assez pratiques, accessibles, qui rassurent, qui permettent de montrer des résultats, qui permettent d'être inspirants sur du temps court. Et dans le même temps, nous avons à construire des projets de temps long, des projets beaucoup plus ambitieux, des projets sociétaux. Et finalement, je trouve qu'une bonne nouvelle de cette décroissance, qui de toute façon à laquelle on va devoir faire face, eh bien, c'est que dans un contexte où on aura beaucoup moins de ressources matérielles, d'énergie, de technologies disponibles, chacun de nous devra faire preuve et aura besoin de beaucoup plus de compétences. Et on aura besoin de beaucoup plus de travail humain à tous les points de vue. Et c'est, je pense, autant d'occasions de redevenir puissant, de reprendre notre puissance d'agir, une appellement autonome, du grec ancien, donc reprendre en main nos moyens d'existence, reprendre en main nos moyens de poser nos propres normes et de le refaire encore une fois ensemble. Et autant d'occasions de sortir de nos aliénations individuelles et collectives. Et l'occasion, comme nos ancêtres ont pu le faire, de faire face, comme autant d'inspiration d'ailleurs, tous les effondrements civilisationnels qui ont été ceux du passé, je pense, sont autant d'inspiration aujourd'hui pour nous montrer qu'on peut avoir la force collectivement de faire face à des situations extrêmement difficiles et à s'en sortir dignement, et à créer ensemble des futurs dignes et soutenables et désirables. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire sur ce sujet, j'ai essayé d'être synthétique. Bien sûr, si vous avez d'autres réflexions, d'autres ressources, d'autres références sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la création de podcasts et plus largement de contenus gratuits, donc webinaires, formations disponibles en ligne sur ma plateforme Podia, création de vidéos sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile, eh bien, vous pouvez faire un petit coup de pouce financier sur ma page Patreon. Évidemment, je vous mets le lien sous la vidéo, il y a toutes les informations et toutes les explications. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que la vie fleurisse
en vous et autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.